Je me dois de vous faire un aveu. Jusqu'à ce que je rencontre Alban voici un peu plus de 3 ans, je pensais que l'hypersensibilité était une tare, une faiblesse, un frein à l'expression de mon potentiel. Ces émotions que je ne savais pas gérer, contrôler, maîtriser, je les considérais comme un fardeau, un boulet dont je devais me débarrasser. Puis j'ai rencontré Christine, Saverio, Daphné et quelques autres comme Charlotte, Maurice, Fanny ou Élodie. Chacune et chacun m'ont fait prendre conscience que la sensibilité n'est pas une tare, mais une chance, pas un poids, mais un atout. Ce soir, j'aimerais vous exprimer en pleine conscience ma gratitude et tout le bonheur que j'éprouve à l'idée de pouvoir passer une soirée avec vous, chère Daphné, cher Saverio, chère Christine, cher Alban, en compagnie de vous toutes et de vous tous également, évidemment. Un grand philosophe a un jour écrit « Quand je serai fatigué d'avancer dans les brumes d'un rêve, quand je serai fatigué d'un métier où tu marches, où tu crèves, j'irai dormir chez la dame de Haute-Savoie. » Daphné n'a pas attendu d'habiter en Haute-Savoie pour pouvoir réconforter celles et ceux qui font appel à ses services de coaching pour hypersensibles. Sa douceur, sa bienveillance, son empathie, sa générosité, son authenticité ne pouvaient que la mettre sur le chemin de Saverio Tomasella. Saverio, qui est à la sensibilité ce que Boris Cyrulnik est à la résilience, s'est lancé avec Daphné dans un exercice inédit. Après avoir écrit ou coécrit 25 livres, dont 3 romans, Saverio co-signe avec Daphné 50 exercices pour les ultrasensibles, qui est sorti aux éditions Erol le 3 mars 2022. Trêve de discours, je vais vous laisser entre de bonnes mains, généreuses et bienveillantes, et je vais passer la parole à nos invités avec une première question. Comment est né ce projet? Un projet qui a mûri longtemps de, de créer ou de donner aux personnes très sensibles quelques outils qui puissent leur permettre de mieux vivre leur grande sensibilité, leur sensibilité singulière au quotidien. Et puis, grâce à vous, et grâce à toi notamment Jean-Michel, il y a eu euh, un superbe cru de Sourdo-Essence suisse en novembre 2019. Et c'est à cette occasion que j'ai découvert la merveilleuse Daphné et que j'ai eu très envie, nous avons eu très envie d'abord de nous rencontrer. Et ça a très vite débouché sur un projet de livre en commun. Et Daphné, je vais te laisser la parole parce que comme toi, tu es coach, en plus, tu es très familière des exercices et donc tu es la principale autrice et contributrice de cet ouvrage. On est tous les deux voilà, les contributeurs et en tout cas, on y a mis vraiment tout l'élan du cœur qu'on pouvait avoir pour accompagner les personnes pour mieux vivre leur sensibilité au quotidien. Notre souhait, c'était vraiment d'être sur quelque chose de très concret et très pragmatique pour que les personnes qui n'ont pas forcément la chance de pouvoir se faire accompagner puissent avoir des outils très pratiques. Et avec 50 exercices, il y a des sujets très, très différents qui sont traités. Et finalement, on en parlait, Saverio, c'est un livre d'exercice qui est dédié à tout le monde, en fait. C'est pour se sentir mieux, enfin, c'est pour mieux se connaître, mieux se sentir dans sa peau, apprendre à s'aimer davantage, à s'accueillir dans ce qu'on est pleinement, être dans l'intuition, dans la créativité, avoir une vibration élevée. Donc, c'est quelque chose qui est finalement dédié à tout le monde. Et c'est vrai que grâce à Surdouessence et grâce à vous tous, et merci que la magnifique rencontre avec Saverio a pu se faire. Et pour moi, ça a été un cadeau du ciel vraiment magnifique que Saverio me propose cette opportunité qu'on coécrive cet ouvrage pour vraiment apporter quelque chose de différent aux personnes aux personnes ultra sensibles. Et merci encore à vous tous pour avoir rendu possible ce beau projet qui nous tenait à cœur, Saverio et moi. Je pense que vous nous rendez bien, hein, surtout si maintenant on peut chez soi pratiquer et puis travailler sa sensibilité et puis aussi en faire une force et puis quelque chose de plus familier puis qui effraie moins. J'ai beaucoup de questions par rapport à des émotions intenses comme la colère ou comme le sentiment d'injustice ou alors une espèce de vulnérabilité, d'avoir l'impression d'être toujours à fleur de peau. Est-ce que vous avez comment est-ce que ces exercices en fait peuvent amener quelque chose de différent? Est-ce que c'est une pratique du quotidien? Est-ce que c'est sur le long terme? Comment est-ce que ça peut se passer? Alors en fait, ce sont des exercices, il y a des choses très, très différentes en fait et l'objectif, c'est que chacun s'approprie les exercices en fonction de ce qui résonne pour lui dans l'instant, du besoin du moment. Donc enfin,
je dirais, c'est comme un manuel et il y a plein de manières je dirais, de l'aborder. Ça peut être soit une problématique en particulier, soit se dire j'ouvre une page et tiens, qu'est-ce qui m'est proposé, ou de le faire dans l'ordre. C'est vraiment à vous de sentir ce qui est juste. Mais ce qui était important, je le disais vraiment avec Saverio, c'est que en fait, ce sont des propositions. Et à vous de vous les approprier, de voir ce qui résonne. Si vous voulez l'adapter, vraiment, je vous invite à le faire. C'est vraiment vous qui sentez, qui savez ce qui est juste pour vous. Et s'il y en a un qui ne résonne pas, ben vous ne le faites pas, surtout pas. Mais en tout cas, on a essayé de mettre un maximum d'éléments, des choses très, voilà, très pratiques, très différentes pour que ça puisse toucher à tous les sujets qui, en général, sont moins faciles au quotidien en lien avec la grande sensibilité. Oui, en plus de tout ce que tu dis, Daphné, et qui est vraiment la trame de notre livre et de notre démarche aussi, d'une grande liberté, d'une grande ouverture, et que chacune et chacun puisse personnaliser et vivre l'expérience proposée par ce livre à sa façon. C'est vrai que par rapport aux émotions intenses qui peuvent être difficiles, il y a comme une démarche d'apprivoisement. Dans Le Petit Prince, la très belle rencontre du renard et du Petit Prince, c'est le renard qui dit au Petit Prince « apprivoise-moi » et qui lui explique comment l'apprivoiser. Eh bien, pour filer cette métaphore, je dirais que notre sensibilité, c'est le renard, que nous sommes le Petit Prince ou la Petite Princesse, et que, en fait, en nous mettant à l'écoute du renard, en nous mettant à l'écoute de la sensibilité, c'est elle qui va nous apprendre comment vivre avec elle, comment mieux vivre avec elle, et finalement très bien, dans une grande amitié, dans une grande intelligence. Et ces exercices, ils sont là pour ça aussi, ils sont là pour apprendre à se connaître en douceur, avec beaucoup d'indulgence, tranquillement, sans rien vouloir forcer. Et petit à petit, c'est comme un voyage, on part à la découverte de soi-même, et à la limite, quel que soit, comme disait Daphné, quel que soit l'exercice qu'on choisit, et qu'on peut adapter d'ailleurs à sa façon, à soi, chaque fois, on va un peu mieux connaître sa sensibilité et se débrouiller un peu mieux avec ce qu'on ressent. Chaque fois, on va un peu plus apprivoiser sa sensibilité. Et le terme d'apprivoisement, d'accueil en fait de ce qu'on est pleinement et d'amour de ce qu'on est, c'est vraiment l'un des objectifs aussi de l'ouvrage. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat, hein, ne soyez pas timide. J'ai une question, Alors, si Alban n'en a pas une, mais pardon. non, vas-y. J'ai une question par rapport à la liberté et l'ouverture dont tu parles, Saverio. Souvent, quand quelqu'un me parle d'hypersensibilité, soit quelqu'un avec qui je pourrais travailler en psychologie, va me dire que ces personnes se sont plutôt emprisonnées dans quelque chose qui l'habite et puis que cette personne n'a pas choisi. Donc, ça me touche beaucoup que tu parles de liberté et d'ouverture. Et puis, je vois le bienfait d'un apprivoisement, parce que c'est effectivement un chemin, ça ne vient pas forcément tout seul. On pense plutôt avoir subi sa sensibilité avant de comprendre qu'il y a quelque part aussi une ultra-sensibilité qui peut devenir une force. Comment est-ce qu'on passe de ce sentiment de subir sa sensibilité à la liberté et à l'ouverture face à sa sensibilité? Oui, merci Christine. Déjà, dans ta question, tu formules le processus qui peut avoir lieu. Déjà, je voudrais commencer par bien faire la différence entre nos souffrances et notre sensibilité, parce qu'au début du chemin, bien sûr, tout ça est amalgamé. Et on a l'impression que notre sensibilité élevée est la source de nos souffrances élevées ou de nos grandes souffrances. Alors, c'est vrai, on ne peut pas nier que d'être très, très sensible fait qu'on ressent très fort tout ce qu'on ressent, les joies, les peines, les tristesses, les exaltations, les colères, les peurs et aussi la paix, l'amour, la joie, etc. C'est vrai qu'on ressent très fort, mais néanmoins, c'est important de se dire que les souffrances qui résonnent très fort dans notre sensibilité, ça n'est pas notre sensibilité. Les souffrances viennent de notre histoire, de notre éducation, des
des traumatismes ou des chocs ou des moments difficiles de notre vie, de certaines relations, de certains environnements, de la société dans laquelle on vit, qui n'est pas favorable à l'humain, pas favorable à la sensibilité. Tout ça, c'est vraiment source de souffrance. Mais si on croit que tout est amalgamé, que ça vient de notre sensibilité élevée, on va finir par ne pas aimer la sensibilité, et on entend des personnes dans nos cabinets qui disent « je voudrais enlever ma sensibilité » ou « je voudrais être quelqu'un d'autre » ou « je voudrais appuyer sur le bouton stop pour que ça s'arrête ». Alors que de toute façon, en tant qu'humain, on va rencontrer des difficultés existentielles, des problématiques, des situations inédites qui nous interpellent et qui peuvent aussi nous perturber, quel que soit notre degré de sensibilité. Et ça, c'est important déjà de bien faire la différence pour ne pas tout confondre. Et après, je dirais que ce chemin de liberté, c'est une conquête. On parlait d'apprivoisement aussi, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'on va sentir moins, non, on va pas, comme le disait Carlos Tinoco très justement, on ne fait pas une thérapie ou une psychanalyse ou un parcours de coaching pour ne plus être hypersensible ou pour masquer sa sensibilité élevée. On fait tout ça pour pouvoir être soi-même dans toutes nos dimensions, y compris cette dimension de la sensibilité élevée. Et ce qui veut dire que sur ce chemin, à chaque pas, on gagne un peu plus en connaissance, c'est ce qu'on essaye de proposer aussi dans certaines parties de notre guide d'exercice, une connaissance de soi à travers sa sensibilité qui fait que on accepte de plus en plus de ne pas correspondre à ce que nos parents, nos éducateurs, la société voudraient qu'on soit, c'est-à-dire moins sensible, et peut-être moins expressif ou moins créatif, ou moins intuitif, ou moins spirituel, ou moins tout ce qui peut un peu déranger l'ordre social, et qu'au contraire, on se rend compte que même si on est très différent des autres à travers notre sensibilité, eh bien, finalement, ce n'est pas un problème, c'est la source de notre créativité, de notre intuition, de notre plus grand amour pour la vie, pour les autres et pour le monde. Et je crois que c'est comme ça qu'on sent que là où on croyait que c'était un problème, il y a en fait beaucoup de marge de liberté. Et que l'idée, mais ça on en a déjà beaucoup parlé, Alban, toi et d'autres, lors de nos rencontres sur Douessence, l'idée c'est le temps, c'est qu'il y a une évolution qui prend du temps. Et que si on se lance dans cette évolution, dans ce processus, on y gagne à chaque étape, on y gagne, j'allais dire, à chaque pas. Je suis trop émue. Je passe la parole à qui veut la prendre. Daphné, tu... Pour moi, c'est vraiment cette notion de compréhension qui permet l'accueil et vraiment l'acceptation de qui on est. Parce qu'au départ, c'est vrai qu'on ne comprend pas forcément ce qui se joue et on se dit, mais mince, c'est quelque chose de pas normal, quelque chose de problématique, de bizarre, surtout quand on renvoie beaucoup que c'est quelque chose qui n'est pas dans la norme, donc problématique. Et quand on comprend finalement que ça fait partie d'un mode de fonctionnement plus global et qu'on arrive à se dire bah, ok, c'est comme ça, je l'accueille et comment je peux switcher pour en faire quelque chose de positif, c'est là que je dirais la magie peut opérer et qu'on peut vraiment en faire quelque chose de très beau dans son quotidien. Mais pour moi, la notion de compréhension est capitale. Enfin, en tout cas, dans mon parcours, ça a été vraiment essentiel de dire oh, ouf, soulagement, je comprends ce qui se passe et merci Saverio parce que c'est tous tes ouvrages qui m'ont vraiment aidé à comprendre ce qui se jouait en moi et à me dire mais non, je ne suis pas folle, je ne suis pas en décalage, je ne suis pas complètement à côté de la plaque, c'est juste un mode de fonctionnement qui est différent et de dire bah, on fait partie en plus d'un collectif d'autres personnes avec qui on peut échanger, avec qui on peut avoir les mêmes types de besoins. Et ça, je dirais, cette compréhension peut vraiment permettre cette acceptation et de le transformer, de le transmuter en quelque chose de positif. Oui, je rebondis sur besoin parce que c'est très important de reconnaître dans sa grande sensibilité quels sont ses propres besoins et ses limites qui peuvent varier d'un jour à l'autre, d'une période à l'autre d'ailleurs, hein, parce que comme il y a ce phénomène de saturation qui est central pour nous, c'est important de reconnaître cette saturation et de voir quels sont nos besoins et nos limites par rapport à cette saturation, et même parfois d'anticiper qu'on est en train de saturer. Si on fait une pause tout de suite, on saturera moins et on pourra revenir soit dans le groupe, soit dans la réunion, soit
faire quelque chose qu'on s'était promis de faire, et que cet amour de soi qui débouche sur de la douceur et de l'indulgence, il est lié à la connaissance de mes besoins et de mes limites. Je connais de mieux en mieux mes besoins, mes limites, je les écoute, je les respecte, j'en tiens compte pour prendre des mesures, quoi, des actes, poser des actes qui vont dans le sens de ce dont j'ai besoin. Et finalement, la liberté, elle devient très concrète. Ce n'est pas un truc intellectuel, c'est que comme je me suis mieux respecté dans ce que je mange, dans ce que je bois, dans le temps que je prends pour dormir ou pour faire des siestes ou des pauses, ou pour dire à certaines personnes, là c'est trop, je suis fatigué, on pourra reprendre demain ou une autre fois, et bien finalement c'est là qu'au lieu de subir non seulement notre sensibilité élevée, mais la méconnaissance sociale, la méconnaissance des autres par rapport à notre sensibilité élevée, qui fait que s'ils ne savent pas que nous saturons vite, que nous avons besoin de repos par exemple, eh bien c'est encore plus difficile pour eux. Ils peuvent d'autant plus nous demander des choses qui ne sont pas les bonnes au bon moment. Bon, sans parler des personnes qui exagèrent, qui nous envahissent ou qui grignotent notre énergie et notre temps. Mais même les autres, c'est simplement par méconnaissance de la sensibilité élevée que parfois les gens ne savent pas que pour nous c'est trop. Donc ça peut être aussi à nous d'apprendre tout simplement de leur dire, voilà, je ne peux pas, je pourrais le faire demain ou à un moment qui sera plus propice pour moi. Donc je crois qu'une des clés, ça va être vraiment de connaître, écouter, respecter nos besoins. Oui, et de vraiment communiquer aussi à notre entourage. Moi, je sais quand il y a de nouvelles personnes, par exemple, qui rentrent dans ma vie de manière un peu plus proche, j'explique ces modes de fonctionnement, cette saturation, des besoins par moment de couper, vraiment d'être dans ma grotte. Alors, c'est pas contre les autres, c'est juste pour moi, pour voilà, avoir un temps de repli, de ressourcement, parce que je voyais la question de Patricia. En fait, comme on reçoit en tant que grand sensible tous les stimuli en même temps, sans filtre, il y a juste un moment où c'est beaucoup trop et ça fait à l'intérieur, ah, au secours, et on a juste besoin de se mettre, surtout si on est introverti, je dirais en retrait et de se recentrer sur soi et d'être au calme, d'être juste coupé de tous ces stimuli qui arrivent de partout. Enfin, c'est vraiment je dirais le feu d'artifice qui arrive tout d'un coup sur soi, et juste il y a un moment on a juste envie de se mettre comme ça et de dire stop stop, et c'est important de l'écouter et dans l'idéal de l'anticiper. Et ça, on propose des exercices de ce type pour pas se retrouver justement comme ça où soit c'est la panique, soit c'est la colère, crise de colère, parce qu'on se dit mais tout le monde m'envahit, alors que c'est juste quelqu'un qui envoie un SMS, mais c'est le SMS de trop qui arrive, et là il y a toute la colère qui peut ressortir en disant mais j'en ai marre. Et c'est ça qui est important, c'est vraiment d'en être conscient et surtout de le communiquer pour pas que l'entourage se braque ou le prenne personnellement ou se dise ça y est, j'ai fait quelque chose de mal. Non, c'est juste qu'on est fatigué, on en a marre. Donc, et ça, c'est beau. Entre nous, Saverio, on se le disait les moments aussi par rapport au livre où voilà, on était un peu dans sa grotte, et j'avais trouvé ça génial. Je ne sais pas si je te l'avais dit, mais quand tu avais mis un moment un message automatique où tu expliquais, voilà, en ce moment, je coupe, et j'ai trouvé que c'était une idée géniale, parce que comme ça, au moins, les gens ne sont pas dans l'attente et dans l'incompréhension d'absence de réponse. J'ai vu qu'il y avait deux questions sur la saturation. Enfin, une personne, Patricia, qui a demandé pourquoi tu la définissais, Saverio, comme centrale, et puis une personne qui demande si on a un seuil de saturation permanent. Quel conseil vous donneriez dans cette situation-là? Alors, Daphné, si tu veux bien répondre à la deuxième question, je vais répondre d'abord à la première. Le seuil de saturation. De saturation permanent, oui. Alors, est-ce que c'est permanent? Ça a toujours été permanent, ou c'est en lien avec une situation peut-être qui dure, d'un décalage avec peut-être, d'un besoin qui n'est pas nourri? C'est un peu vague, seuil de saturation permanent. Il faudrait peut-être préciser un petit peu. Alors, je ne sais pas si. Parce que moi, je dirais permanent. C'est Lauriane qui a alerte, posé la quelque question, chose si dans tu la vie veux préciser.
je vois seuil de saturation permanent, je me dis c'est qu'il y a quelque chose qui, voilà, je sais pas, par exemple, quelqu'un qui ne supporte pas le bruit et qui habite dans un lieu où, je dis n'importe quoi, mais où tous les soirs, on entend les bruits de la ville très très fort, où il y a un bar juste en bas. Donc oui, là en effet, mais ça dépend vraiment du contexte et d'être au clair sur les besoins à la base. C'est qu'il y a un besoin qui n'est pas respecté, qui n'est pas nourri. Et c'est d'essayer de l'identifier pour se dire, OK, est-ce que la saturation, qu'est-ce qui fait péter péter les plombs d'un coup? C'est un bruit, c'est quoi? Et de partir de là et de se dire, OK, qu'est-ce que je peux changer dans mon quotidien pour ne plus me retrouver dans cette... je dirais dans cette situation. Par exemple, moi, j'ai quitté Paris il y a quelques années parce que c'était le bruit, toutes les énergies différentes. Enfin oui, c'était devenu un seuil de saturation permanent. Et donc, je me suis extraite de cet environnement qui ne me correspondait pas pour habiter à la montagne, dans la nature, dans un lieu calme. Et donc, là, je ne suis plus en saturation permanente, mais c'est vrai que je l'étais pendant un certain temps. Et sans trop identifier exactement d'où ça venait. Mais c'est ça qui est important, c'est de comprendre le besoin qui n'est pas nourri à la base pour pouvoir faire le nécessaire. Pouvoir changer quelque chose dans son environnement, c'est ça? Oui. Et oui. Oui, oui, ça c'est important, de pouvoir changer ce qui a changé. C'est pas à nous, nous, ultrasensibles, à nous adapter au monde. Ça ne marche pas. C'est pas à nous à vouloir ressembler aux 70% de personnes moins sensibles que nous, parce que ça, c'est vraiment source de souffrance. Et que parfois, dans les reproches de notre entourage, de nos parents par exemple, quand ils étaient trop sensibles, etc., on a fait énormément d'efforts. Bon, c'est la grande question aussi pour les surdoués, de la suradaptation pour pouvoir, coller un peu à l'environnement global de la société. Mais ça ne marche pas, c'est vraiment source de souffrance, ou en tout cas de malheur, ou de fatigue tout simplement. Donc c'est plutôt comment se dégager des effets de masse pour trouver ce qui nous correspond à nous personnellement, en nous respectant, en nous écoutant vraiment. Et ça demande des changements comme le fait Daphné, et on est nombreuses et nombreux d'ailleurs à avoir changé le lieu de vie, ou de rythme de vie, ou de métier, ou de type de relation pour pouvoir mieux tenir compte de notre sensibilité élevée. Et pour revenir à la première question, même si chacune et chacun de nous est différent et que je pense que chacune et chacun de nous a sa propre définition de l'ultrasensibilité ou de la sensibilité élevée, et c'est très bien comme ça, du point de vue scientifique, la définition, c'est le traitement sensoriel approfondi des informations, et ce traitement sensoriel approfondi des informations qui fait qu'on est sans filtre, qu'on reçoit tous les stimuli comme ça très fort, débouche fatalement sur ce qu'on appelle une hyperstimulation, dont la conséquence directe est la saturation. C'est pour ça que je dis que la saturation est au cœur de la problématique ultrasensible ou de la sensibilité élevée. Mais bien évidemment, chacune et chacun de nous le vit différemment. Quand j'ai lu le livre de Monique de Kermadec, Comment faire simple quand on est compliqué, je pensais naïvement que c'était un manuel. Et j'ai été très déçu du coup, parce que je n'ai pas trouvé les réponses. Et je pense que c'est la force de votre livre, c'est justement de pouvoir donner des exemples concrets et la façon dont il est structuré, c'est-à-dire les premiers exercices, c'est mieux se connaître. Et je trouve effectivement que c'est un point essentiel qu'on finit par oublier de se dire j'y arrive pas sans comprendre les ressorts. Et la deuxième partie du livre, c'est accueillir ses ressentis et ses émotions. Et comme je le disais tout à l'heure, pendant très longtemps, je pensais qu'il fallait masquer ses émotions, il fallait se débarrasser de ses émotions. Et grâce aux rencontres que j'ai faites, notamment grâce à vous, ça m'a beaucoup aidé à mieux me comprendre. Et s'aimer, prendre soin de soi, ça c'est la troisième partie. Et suivi de cultiver l'optimisme et de développer sa créativité. Et enfin, de s'ancrer et de se connecter à la lumière intérieure et d'augmenter son taux vibratoire. Est-ce que je pense qu'on ne pourra pas décrire tous les exercices ce soir, mais peut-être qu'on pourrait de façon globale aborder les principaux thèmes qui sont décrits dans votre livre pour que nos auditeurs puissent, oui, en profiter et leur donner envie, évidemment, de se procurer ce livre. Il est très beau, hein. Il brille dans les mains de Saverio. On a osé des couleurs lumineuses. Et pour une fois, l'éditeur a suivi, donc c'est bien.
Pour faire la promotion de la soirée, je me suis mis au diapason de vos couleurs, exceptionnellement. Alors, oui, alors effectivement, l'idée, comme on disait tout à l'heure, c'est de s'apprivoiser, d'apprivoiser sa sensibilité. Donc, on essaye de favoriser par les premiers exercices, ceux de la première partie, une meilleure connaissance de soi, parce que souvent, on croit se connaître. On se dit, ah oui, je vis avec ma sensibilité depuis longtemps, ou je vis avec mes problèmes depuis longtemps, on croit se connaître. Et quand on se lance dans une thérapie, quelle que soit sa forme, ou dans une démarche de coaching, séance après séance, on se rend compte qu'on ne se connaissait pas si bien que ça. Et comme le disait Daphné, qu'on soit en thérapie, en coaching ou pas, ce livre est là pour favoriser ces mouvements de transformation. En fait, pour le dire autrement, on est de plus en plus, grâce à la physique quantique, grâce au développement de l'interconnexion entre science et spiritualité, le rebond des chamanismes, etc., on sait de plus en plus qu'on est fait d'énergie. Que le monde matériel, bon, c'est une illusion d'une certaine façon, mais qu'on est fait d'énergie. Donc, notre dynamique à nous, à la fois personnelle et amicale entre Daphné et moi, c'est aussi pour ça que ça s'est si bien passé dans l'écriture, c'est qu'on est nous-mêmes en chemin de transformation dans l'énergie qui est celle de notre corps, mais aussi de notre âme, de notre cœur et de cette énergie qu'on essaie de donner, et comme la belle peinture derrière Daphné, de rayonner autour de nous. Et que tout ça, c'est un long processus. Moi, j'aime pas le mot travail. Je suis un peu allergique au travail. C'est un long processus. Et que ces exercices, ils aident à commencer par mieux se connaître, parce que je crois que l'énergie et la conscience sont liées. Et pour moi, je ne sais pas pour les autres, mais pour moi, l'articulation entre énergie et conscience, c'est la sensibilité. Et si on a une sensibilité élevée, une ultra-sensibilité, on a justement cet atout extraordinaire de pouvoir mieux articuler que les autres la conscience et l'énergie, ou les énergies et la conscience. Et que c'est pour ça aussi que je dis souvent que la sensibilité est l'avenir du monde, et que c'est nous, ultra-sensibles, qui sommes les locomotives ou les pionnières et les pionniers pour transformer le monde, puisqu'on a cet outil extraordinaire de la sensibilité pour articuler les énergies et la conscience et favoriser la transformation. Ce qui fait que mieux je me connais, mieux je peux aussi aider les autres. On le voit dans nos amitiés. Parfois, on pose une question, on dit quelque chose, où on témoigne d'un moment qu'on a passé, et ça aide l'autre à mieux se connaître. Bon, ben le petit livre, c'est aussi un compagnon de chemin, ou une compagne de chemin, pour le dire au féminin, qui permet oui, voilà, je reviens au mot s'apprivoiser, au verbe s'apprivoiser, qui permet de mieux se connaître pour mieux s'accepter. Et s'aimer surtout. Et rayonner sa lumière, c'est un peu ça l'idée au final, c'est d'oser être pleinement soi, et en se rendant compte que finalement c'est quelque chose de magnifique et dont le monde a de plus en plus besoin. Donc c'est en se connaissant mieux, en s'accueillant, en s'aimant, qu'on ose enfin rayonner qui on est et être soi-même sans avoir peur d'être jugé comme trop ou je ne sais quoi. Et les autres, finalement, ça peut aussi les inspirer à faire de même. Et c'est ça l'idée, en fait. Surtout en ce moment. Oui, j'ai une petite anecdote. J'ai été évincé de France Inter. C'était une radio sur laquelle je passais assez régulièrement, mais peu importe, ça n'a aucune importance. Tout simplement parce que l'animateur qui m'invitait le plus souvent a dit à d'autres journalistes que j'étais trop gentil. Ça, c'était en 2019, fin 2019, et depuis, bon, j'ai plus été invité sur France Inter. Et en fait, il a dit que j'étais trop gentil, trop délicat, trop empathique et trop je sais pas quoi. Bon, bref. Et sur le coup, j'étais très triste parce que je me disais, mais comment c'est possible qu'on reproche à quelqu'un d'être trop gentil? Et aujourd'hui, vous voyez, ça me fait rire et sourire parce que je suis avec vous, je me sens super bien, et je me dis finalement, on m'a reproché d'être trop gentil, mais je crois que je suis encore plus gentil qu'il y a 3 ans. Alors, peut-être pas dans toutes les circonstances, et pardon à celles et ceux avec qui je ne suis pas suffisamment gentil, mais j'ai l'impression que j'ai encore grandi en gentillesse, et que justement, c'est ce genre de rencontre, c'est quand je discute avec Daphné, Alban, Christine, Jean-Michel, quand on se voit, quand on se serre dans les bras, c'est chaque fois ces moments-là qui nous rendent encore plus sensibles, encore plus gentils, encore plus aimants, encore plus lumineux, etc. Et je me dis que si on nous le reproche, enfin c'est ce que je me dis là maintenant, mais que si on nous le reproche, prenons-le comme une incitation à être encore plus
sensible, encore plus gentil, encore plus empathique, encore plus délicat, encore plus aimant. Voilà. Et personnellement, je trouve ça génial d'être trop aimant, d'être trop. Enfin, et finalement, c'est pour ça qu'on se retrouve ici. En fait, on est tous concernés et je trouve ça vraiment beau. Comment peut-être. Enfin, je vois pas comment on peut être trop aimant. J'avoue, ça m'échappe. Mais C'est ceux qui ne savent pas forcément le recevoir. Parce que plus on donne, puisqu'il nous semble tellement normal dans la générosité qui fait partie du jaillissement de sensibilité qu'on a, plus on donne, plus on demande à l'autre de recevoir, qu'il n'y a pas forcément toujours cette capacité-là de l'autre côté, j'imagine. Oui. Ils ont besoin de votre livre. C'est aussi pour eux. Et oui, et ça peut être confrontant, mais en même temps, ça fait naître des petites graines de se dire, ah ok, il y a peut-être une autre manière de faire et d'être. Et finalement, c'est peut-être, ça peut peut-être être intéressant d'essayer de voir ce que ça donne, tout simplement. Je vois une question d'Adèle que j'entends souvent aussi, qui parle de gentillesse, qui peut souvent être passée pour de la faiblesse. Et puis, je pense que c'est aussi parfois le cas de la sensibilité qui peut être vue comme une faiblesse ou comme une vulnérabilité. Alors, si vous voulez peut-être vous étendre sur la distinction. Et oui, parce que c'est très important. Et je pense que c'est ça la révolution sensible, c'est qu'on nous a fait croire dans ces millénaires, et peut-être surtout dans ces 2-3 derniers siècles, très centrés sur la compétition, sur une fausse lecture de l'œuvre de Darwin, ce qu'on appelait le darwinisme, c'est une fausse lecture, c'est une lecture orientée de l'œuvre de Darwin, parce que Darwin parle beaucoup d'amour dans ses livres, et on a retenu de lui la compétition pour survivre, et peut-être que Darwin a lui-même trop orienté son propos parfois là-dessus, et puis chacun de nous peut se tromper à certains moments de son existence, y compris dans ses écrits. On évolue quand on écrit, on n'écrit pas la même chose chaque fois, et c'est ça qui est bien aussi. Mais dans cette société qui est à la fois machiste, patriarcale, centrée sur la compétition, etc., les gens vous disent qu'on ne peut pas vivre sans la guerre. C'est d'actualité. Et bien moi, si, je suis persuadé qu'on peut vivre sans la guerre et qu'on vivra beaucoup mieux quand il n'y aura plus de guerre. Eh bien, c'est pareil entre humains. C'est-à-dire que dans ces représentations et ces croyances, on imagine, et ce n'est que du fantasme, on imagine que la gentillesse, c'est de la faiblesse, ou que la sensibilité, c'est de la faiblesse. Mais c'est une lecture, c'est une interprétation, c'est une peur, en fait. C'est une peur de la sensibilité, de tout ce qu'elle peut apporter, parce que si je suis sensible, ça va résonner chez l'autre dans sa sensibilité et l'inviter à ouvrir son cœur. Et quand on n'est pas habitué à ouvrir son cœur, on a peur. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe si j'ouvre mon cœur? Est-ce que je vais devenir plus vulnérable? En fait, non. On ne devient pas plus vulnérable, on devient plus rayonnant, c'est tout. Et ce qui veut dire qu'être gentil, aimant, sensible, ce n'est pas de la faiblesse. C'est une façon plus humaine, plus juste, à mon avis beaucoup plus vivante, de vivre, c'est tout, et d'être en relation. Et pour moi, c'est une question d'ouverture, en fait. C'est tout simplement une question d'ouverture de cœur. Et en effet, oui, quand on a le cœur ouvert, on peut avoir des murs en face de soi. Et je dirais c'est OK. Et parfois, ça peut faire naître autre chose. Je sais que j'ai parfois eu des expériences assez surprenantes de personnes qui disent, mais quand je suis à ton contact, je ne suis pas pareil, il y a quelque chose qui s'ouvre en moi. Et finalement, la personne n'avait pas forcément l'intention, mais ça se passe et ça se fait. Et je trouve ça beau, en fait, au final, parce que c'est aussi une question de vibration, de ce qui se passe, de ce qui se joue. Et ouais, parfois, il y a des expériences assez surprenantes et des personnes qui disent, mais mince, mais je me sens dénuée de protection, que se passe-t-il? Mais voilà, on est juste dans l'ouverture du cœur et dans le partage de cœur à cœur, et je trouve ça beau. Et en fait, oui, c'est la peur, comme tu te dis, mais la peur de quoi? Quel est le véritable risque derrière? Parce que souvent, un cœur ouvert, même quelqu'un qui peut être assez fermé, au final, il y a quelque chose qui se passe. Et il y a toujours quelque chose qui s'ouvre. Oui, et pour aller dans ce sens, Daphné, j'ai vu un très beau documentaire récemment sur un moine tibétain qui, fuyant l'occupation chinoise du Tibet, a été arrêté, torturé pendant des mois, et son corps a été tellement abîmé que quand il est arrivé aux États-Unis, il était à l'hôpital pendant un long séjour, et les médecins lui disaient qu'il fallait, sa jambe était gangrénée, qu'il fallait couper sa jambe jusqu'à la hanche.
Et lui ne voulait pas, il a eu l'intuition qu'il allait guérir, il ne voulait pas qu'on l'ampute. Et donc, à un moment, face à l'insistance des médecins américains, il a dit, bon, ben, laissez-moi tranquille, je vais me débrouiller seul avec ma gangrène. Et il a écrit au Dalai Lama, qui lui a répondu quelque chose que j'ai un peu oublié, mais il lui a dit de recentrer son attention non plus sur lui-même, mais sur les autres. Et donc, il a compris que son apitoiement sur lui-même, et pourtant il avait fui dans des conditions terribles, été torturé, emprisonné, etc., il s'est mis à penser aux autres, et pendant 6 mois, il a pratiqué la méditation de la compassion, et notamment envers ses bourreaux. C'est-à-dire qu'au lieu de leur en vouloir, il leur a envoyé, il méditait, donc c'est on pourrait dire son activité principale puisqu'il est moine, il a médité toute la journée, la méditation de la compassion avec des mantras et des chants, etc., pour envoyer de la compassion à ses bourreaux. Et 6 mois après, sa gangrène était guérie. Donc maintenant, c'est un moine qui donne des conférences et des séminaires, qui est la gentillesse même. On pourrait dire qu'il est vraiment trop gentil, complètement lumineux. Et tout simplement, ce qu'il expliquait, c'est qu'il n'est pas un saint, c'est qu'il a simplement, il n'était plus centré sur lui, il s'est décentré et il a pensé aux autres, et que maintenant, ce qu'il souhaite, c'est guérir les autres, et pas en étant médecin, c'est simplement en leur parlant, etc. Et je crois que cette idée que, bien sûr que c'est difficile de vivre quand on est très sensible dans une société qui ne l'est pas, mais si à partir d'un certain moment, au-delà des réactions sur le moment, sur le coup, quand on est agacé par quelqu'un ou qu'on est découragé par la société administrative ou de contraintes, etc., je crois qu'on peut développer en soi, et depuis que je connais Daphné, on s'est aidé, enfin en tout cas à Daphné, tu m'as aidé, il faut le dire comme ça, tu m'as beaucoup aidé à aller dans ce sens, c'est-à-dire que même les personnes avec qui on ne s'entend pas, même les personnes qui nous en veulent, même les personnes qui sont vaches avec nous, de toujours essayer de leur envoyer de l'amour, de la lumière, de la paix, ou de la compassion, ou ce qu'on veut, parce que finalement, non seulement ça nous allège, mais ça change la donne. C'est-à-dire que dans nos relations avec ces personnes-là, on n'est plus les mêmes non plus. Alors, ça peut paraître un peu difficile à entendre au début, et ça a été difficile à entendre pour moi aussi, au moment où j'ai vraiment pris conscience de ça, mais moi, je trouve que ça marche. Ben oui, et on s'aide toujours, c'est toujours des échanges mutuels, et tu m'aides, et tu m'as aidé, et tu continues à m'aider aussi beaucoup, Saverio, mais c'est cette idée d'envoyer de l'amour finalement aux personnes, moi, enfin, même aux dirigeants, enfin, voilà, enfin, où on ne se sent pas en phase avec ce qui est proposé, ben, ça, c'est quelque chose qui me semble tellement capital, en fait. Alors oui, ça peut au départ être un peu surprenant, mais c'est en effet très libérateur. Et l'amour guérit, en fait. Tu l'expliquais tout à l'heure, finalement, c'est ça le pouvoir de l'amour qui commence par l'amour de soi pour véritablement aimer l'autre. Mais c'est l'amour qui guérit, en fait. Moi, toutes les expériences difficiles, qu'est-ce que je fais? Je les prends dans ma main et je les mets dans mon cœur, et j'y mets énormément d'amour, et je les chéris de tout mon cœur, même si c'est d'une violence inouïe. Mais enfin, c'est comme ça que j'avance de plus en plus sur mon chemin, en fait, en posant de l'amour au maximum sur toutes les situations les plus confrontantes et même choquantes. On se dirait, mais c'est pas possible, mais si, j'envoie au maximum, et déjà, ça nous fait du bien, et ça aide à faire avancer les choses sur un autre plan, vibratoirement. Et justement, les exercices qu'on propose, parce que là, on l'explique de façon un peu abstraite, forcément, puisque peut-être vous voudriez, dans la deuxième partie, peut-être la deuxième heure, nous en proposer un en direct, voir enfin, si... Enfin, comme vous voulez. Hein, Oui, ce que je voulais dire, c'est que les exercices, c'est un cheminement vers ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de se forcer. Vous n'êtes pas obligé de vous forcer à adhérer à ce qu'on dit, parce que c'est notre chemin, Daphné à moi, et il se trouve que ces chemins-là se rencontrent, et que bon,
avec d'autres aussi chez Surdoué Sens, on est dans cette dynamique-là de l'amour, de la rencontre, de l'accueil, etc. Mais parfois, simplement, en faisant des choses qui sont bonnes pour soi, on y va vers ce chemin naturellement, sans savoir à se poser de questions ou à se forcer, parce qu'il ne s'agit certainement pas de se forcer, mais d'y être en entier soi-même. Tout simplement en faisant des choses qui nous font du bien au quotidien, ça nous élève, ça nous aide à augmenter notre taux vibratoire, notre niveau, donc le niveau d'énergie, le niveau de bien-être. Enfin, c'est tout simple, mais c'est écouter le besoin et l'envie du moment et se dire, OK, ben, de quoi j'ai besoin. Moi, ce matin, je dis, j'ai besoin vraiment d'être dans la nature. Ben, j'ai pris mon ordinateur et j'ai fait tous mes rendez-vous avec partage de connexion en haut d'une montagne. Et ça m'a fait le plus grand bien et je me suis écoutée. Et ça a changé l'état d'être de ma journée, j'en suis sûre. Et c'est de se dire vraiment de se poser la question chaque matin, OK, déjà le besoin, donc les choses physiologiques de base, mais aussi l'envie, est-ce qu'il y a quelque chose et se l'offrir en fait tout simplement. Ça c'est le plus bel acte d'amour qu'on puisse se porter, c'est de s'offrir le besoin et enfin ça c'est la base, mais et surtout l'envie et aussi l'envie du moment tout simplement. J'ai une question un peu provocatrice, mais vous n'avez pas peur d'être à contre-courant? Ah, on l'est, mais assumé pleinement. Et je pense que bah, voilà, le fait d'être qui on est aujourd'hui, d'être épanoui dans notre vie, c'est d'être à contre-courant. Et soyons tous à contre-courant et montrons l'exemple du contre-courant. Au contraire, oui, on est à contre-courant, mais c'est beau. Je sais pas ce que t'en penses, Saverio, mais fier de l'être, je dirais. Oui, voilà. Ultra sensible, fier de l'être, à contre-courant, fier de l'être. Oui, mais je pense que c'est important qu'on soit des pionniers. Moi, dans ma vie personnelle, il y a longtemps de ça, quand j'ai divorcé, je me suis rendu compte à ce moment-là que j'avais une préférence pour les hommes. C'était le moment pour moi de révéler à moi-même puis aux autres mon homosexualité, ou en tout cas cette attirance pour les hommes. Et dans les procès de divorce, c'était la première fois, une des premières fois, pourtant c'était en région parisienne, hein, qu'un père homosexuel demandait la garde de ses enfants, que j'ai fini par obtenir après quelques procès, mais ça a été long. Pourquoi? Ben parce que j'étais pionnier en cette matière. C'était pas simplement un père qui demande la garde de ses enfants dans les années 90, ce qui était déjà très rare, mais en plus un père homosexuel qui ne le cache pas, qui l'assume et qui demande, parce que ses enfants veulent venir habiter avec lui, qui le demande et le soutient auprès des juges et qui finit par l'obtenir. Donc c'est un exemple dans un autre domaine. Mais ce que je veux dire, quand on est pionnier, c'est difficile, ça demande beaucoup de courage, ça demande de la ténacité, mais on tient bon. Et puis quand on est sûr de soi et que ça part du cœur, eh bien on peut cheminer comme ça, on aboutit. Et de toute façon, les saumons, les anguilles, les truites, pour féconder leurs œufs, elles vont à contre-courant. La vie est forte, la vie est puissante. Et justement, dans cette image des poissons qui vont à contre-courant pour pouvoir donner naissance à d'autres poissons, c'est bien la preuve évidente, éclatante de ce qui émerge, de ce qui arrive. Donc, créons à contre-courant une société sensible. J'aime beaucoup votre élan dans la réponse à la question. J'aime C'était beaucoup très parce que spontané. c'était non seulement spontané, mais l'élan aussi. Vous parlez de liberté, vous parlez de choix, vous parlez de proposition. Tout est dans l'élan que vous avez, qui émane de vous quand vous répondez à cette question-là. Il n'y a aucun jugement ni de vous-même ni des autres. Il n'y a pas une retenue, il n'y a pas de frein. Bah, évidemment. Ben voilà. Merci. 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 Il y a une question, je pense qu'elle est assez évidente, que je viens de pouvoir passer une question de Patricia qui disait: est-ce que l'hyperesthésie est incluse dans l'hypersensibilité? Oui, ben oui, l'hyperesthésie, c'est une des 5 branches, ou 6 branches, si on veut, de la sensibilité élevée, hein. Donc il y a l'hyperesthésie, la grande sensibilité sensorielle. Après, il y a l'hyperémotivité, la grande sensibilité émotionnelle, l'hyperintuition, l'hypercognition,
l'hyper-empathie et puis l'hyper-créativité. Voilà les 6. Si on veut simplifier la définition de la sensibilité élevée, c'est ça aussi. Il y avait une question de Steve aussi sur l'inhibition latente. Est-ce qu'il y a une inhibition latente chez les ultrasensibles? Alors, je ne voudrais pas dire de Un bêtises. déficit de l'inhibition latente. Voilà, c'est ça, c'est un déficit. Hein. Effectivement, chez les ultrasensibles, surtout ceux qui sont particulièrement hyperesthésiques, parce que parfois l'ultrasensibilité, ça va être plutôt du côté cognitif, ou plutôt du côté intuitif, ou plutôt du côté empathique, mais ça peut être, et on a commencé d'ailleurs par parler surtout de l'hyperesthésie, et bien, il y a effectivement un déficit de l'inhibition latente, c'est-à-dire que quand il y a un bruit fort, il y a un bruit fort, quoi. On n'arrive pas à l'éviter. Pareil pour une odeur, une lumière, une émotion, ou l'émotion de l'autre. Tout nous parvient complètement entier et direct, et tout à la fois. Donc oui, il y a un déficit de l'inhibition latente. Mais ce qui veut dire que si les villes sont organisées par des ultrasensibles, il y aura beaucoup moins de bruit dans les villes, il y aura beaucoup moins de pollution dans les villes, il y aura beaucoup moins de... Il y aura un encore meilleur ramassage des poubelles, il y aura plus de jardins, il y aura plus de beauté, etc. Donc donnez-nous le pouvoir. L'idée maintenant, c'est ça. À nous le vrai pouvoir. La même chose dans Ce les qui est bon pour les entreprises aussi. hypersensibles est bon pour tout le monde. Hein. Exactement, exactement. C'est pas dans Ils les sont les premiers à entreprises. le remarquer, mais... Vas-y, Christine. C'est la semaine de la neurodiversité et puis si on pouvait dans les entreprises justement tenir compte du standard que le confort peut être pour l'hypersensible, l'ultrasensible, on aurait des environnements de travail qui seraient bien plus agréables ou des environnements de progression, Saverio. Tout à fait. Exactement. Il y a une question d'Isabelle, si on a des astuces, si vous avez des astuces pour la misophonie. Full caisse. Moi, c'est ce que je fais. Oui. Moi, je suis embêtant, hein, mais les boules qui est, j'entendais mon cœur battre dedans. Du coup, je préfère encore entendre le bruit des fois. Mais j'étais petit aussi, j'ai jamais réessayé adulte parce que j'ai une expérience un peu traumatisante justement de ce truc d'entendre mon cœur battre et puis que c'était très désagréable. Alors, On peut les enfoncer un peu moins. voilà. Aussi. Sans doute. Alors déjà, pas les boules caisses traditionnelles, mais les bouchons de mousse. Oui. Parce que c'est vrai qu'avec les boules caisses, on entend beaucoup son cœur. Avec les bouchons de mousse, on l'entend nettement moins. Et puis si vraiment on l'entend trop, on n'en met qu'un. On met que dans une oreille, il y a une des deux oreilles qui est plus sensible, alors on alterne. Voilà. Bon. Ou alors on met un casque avec de la musique douce. Ou on va habiter la montagne ou à la campagne. Oui, mais quand j'ai toujours des boules caisses sur moi, hein, dès que je sors, Moi aussi. au cas où. Ouais, toujours une paire de boules caisses. Pour prolonger la question sur l'hyperesthésie, j'ai une question sur la synesthésie. Est-ce qu'il y a des personnes parmi les assistants ou parmi les personnes qui sont à l'écran qui ont des expériences de synesthésie? Donc le fait d'entendre des couleurs ou par exemple, Mozart n'était pas un compositeur, c'était un peintre. Lui, il voyait les notes en couleur. Donc ce qu'il a fait, Mozart, toute sa vie, c'est peindre des tableaux. Et c'est pour ça que c'est si beau, le Mozart. Est-ce que d'autres personnes ont des anecdotes? Odeur et son. Le métro parisien sent une odeur mauve. C'est beau. Moi, j'ai une synesthésie lexico-gustative, c'est-à-dire que les mots ont un goût, pas tout le temps, mais je m'en suis rendu compte parce qu'un jour, une amie m'a envoyé un texte et je lui ai dit, oh, ton texte, il est bon, une crème vanille. Elle m'a dit, qu'est-ce que ça veut dire? Et puis c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, en lisant son texte, j'avais vraiment le goût d'une crème à vanille dans la bouche. Et ça, ce n'est pas systématique avec tous les textes, mais il y a des mots qui me donnent envie qui ont des goûts de moisissure, de pourri. Il y en a d'autres qui sont très, très beaux. Et donc, c'est lié au style littéraire des gens. Il y a des gens, je suis très
touché de recevoir les mots parce que c'est bon. Les sensations sexuelles ont des couleurs, c'est intéressant. Merci Alexandra pour ce témoignage intime. Crème vanille, c'est très parlant. D'accord. J'avais beaucoup à l'enfance, mais ça faisait beaucoup pour les villes. Je ne sais pas pourquoi les villes, pour moi, elles avaient des couleurs et puis elles avaient des goûts et puis des odeurs. Enfin, donc il y avait des villes que j'adorais, mais c'était pas tellement pour. Enfin, on y allait, je trouvais ça pas mal. Mais si j'adorais la ville, c'était pas tellement pour la ville en elle-même, c'était pour tout ce qu'elle m'évoquait de couleurs, d'odeurs, de parfums. Il y a des noms qui me donnaient envie de manger, enfin qui me faisaient venir la salive aussi dans la bouche. J'ai fait beaucoup ça quand j'étais enfant. J'avais des noms, j'aimais bien que mes parents les prononcent et tout quand on était à table parce que ça me faisait goûter plus particulièrement ce que je mangeais. Tout ça, c'est comme si ça intensifiait, je sais pas, c'était lié avec des goûts. Après, ça me fait me poser une question par rapport à la mémoire. Est-ce que avoir une sensibilité développée, ça permet aussi, parce qu'il y a quand même un grand lien entre les sensations, les émotions et puis la mémoire, est-ce que ça permet de se souvenir mieux ou alors est-ce qu'au contraire, on se souvient, est-ce que tous ces souvenirs ont justement une espèce d'empreinte personnelle parce que ça a été filtré par notre sensibilité unique? Je dirais que c'est à double sens. Que le plus souvent, notre ultrasensibilité, notre sensibilité élevée nous permet d'avoir une plus grande mémoire, une meilleure mémoire, notamment quand il y a la possibilité de faire de la place aux émotions ou à la vie affective. C'est pour ça qu'un enfant ultrasensible à l'école, il va apprendre les poésies ou le théâtre ou des beaux textes beaucoup plus facilement que les maths, ou, enfin, à moins que ce soit quelqu'un qui adore les maths. Hein. Mais en tout cas, il y a un lien entre la sensibilité élevée et la mémoire élevée, une grande mémoire. L'aspect paradoxal concerne les traumatismes. C'est-à-dire que dans le traumatisme, si c'est un traumatisme fort, il va y avoir une sidération. Et puis, si le traumatisme est vraiment grave, une sidération. Et dans ce cas-là, la mémoire va être enfouie pour se protéger. Et donc, tout ce qui va être lié au traumatisme va être pris par ce refoulement, par cet enterrement, cet enfouissement de la mémoire liée au traumatisme. Donc dans ces cas-là, ça peut faire des espèces de trous de mémoire dans une grande mémoire nourrie par la sensibilité. Voilà ce que je répondrais à ta question. C'est vrai que c'est, enfin, je ne sais pas si c'est dans la question, mais sur une mémoire très liée au sens, c'est-à-dire si je retrouve une musique ou une odeur qui m'évoque un souvenir comme ça, ben, il y a une multitude de détails qui vont apparaître que j'aurais jamais pu retrouver comme ça juste en repensant ça. J'aurais repensé quelque chose dans l'ensemble, mais c'est incroyable le nombre de détails qui réapparaissent. Alors moi, c'est surtout vraiment les odeurs et les musiques, parce que là, si une odeur ou une musique va me faire ressentir absolument tout ce que je percevais du moment. Je vais le retrouver vraiment dans l'ensemble avec la vision de tous les petits détails. Oui, c'est la Madeleine de Proust, hein, je vois que Adèle l'écrit. Proust était ultra sensible, hein, c'est un ultra sensible par excellence. Après, est-ce que c'est toujours rattaché au vocabulaire? La question que je me pose, c'est que des fois, voilà, on a un nouveau café au boulot, puis je bois mon café, puis ben, je serai obligée de dire parce que mais ça a un goût de framboise ou alors tout à coup quelque chose. Puis je vois mes collègues me regarder et disent mais c'est bon, enfin, voilà, parce que c'est soit bon ou soit pas bon, ou soit on aime pas, mais
Alors, je me demande, est-ce que quand on est sensible, on est forcément obligé de l'exprimer avec des mots? Bon, est-ce que ça, c'est encore une autre forme d'expression et puis un lien différent qu'on pourrait faire entre la sensibilité et d'autres parties de soi? C'est sûr que les nés ou les personnes qui travaillent dans le vin, donc les nés chez les parfumeurs, hein, ou les personnes qui travaillent dans le vin, elles sont capables de déceler dans un parfum ou dans un vin, ou même dans une truffe ou un champignon, toutes sortes de goûts. Ils vont dire la framboise, la myrtille, le liège, l'humus, la banane, etc. Donc oui, je crois que quand on est ultrasensible, on a cette capacité à repérer les nuances, justement, hein, comme le dit Hélène Aron, à repérer toutes les nuances de nos sensations de façon très très fine. Après, est-ce qu'on a le vocabulaire ou la capacité à l'exprimer ou pas? Ça, je ne sais pas. C'est peut-être un entraînement aussi, depuis qu'on est enfant, d'avoir eu la chance, la possibilité, bien qu'on puisse aussi développer ça adulte, de mettre en mots, d'exprimer avec des mots toutes les sensations qu'on peut percevoir. Oui, ça s'apprend en fait, tout simplement. C'est l'entraînement et l'habitude, et certains n'ont pas l'habitude de poser des mots sur les ressentis, les vécus, donc pour eux, ça va être plus compliqué, mais plus on le fait, plus on s'entraîne et on se questionne intérieurement, comment ça résonne pour moi, comment je peux le verbaliser, et plus ça devient fluide en fait et facile. Oui, et aussi ce genre de rencontres comme ce soir, ou celle que Surdouessance organise par ailleurs, c'est-à-dire que quand on entend des grands sensibles exprimer leur sensibilité, à chaque fois, ça fait tilt aussi en nous, que ce soit exactement pareil ou pas, ça fait une espèce de tilt. On s'est dit ah oui, et puis on rebondit. Il y a comme des échos qui font que plus on parle entre grands sensibles, plus on s'aide les unes, les uns, les autres à développer notre capacité à exprimer notre sensibilité. Je pense que c'est rassurant et peut-être encore plus quand c'est un homme qui exprime sa sensibilité pour un autre homme de se dire je ne suis pas seul. Oui. Avoir rencontré Alban, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Et puis évidemment, toi, Saverio, je dis waouh, il y a des hommes qui sont comme ça, c'est incroyable. Et qu'il assume, c'est ça qui est beau en fait. Ouais. Heureusement, on est de plus en plus nombreux. C'est une dynamique positive après, oui. Enfin, ça inspire d'autres, enfin, à l'assumer, hein, en tout cas. Il y a une question de Marie-Noël que j'ai vu passer très récemment. Là, est-ce que les ultrasensibles sont plus sujets à la somatisation car très connectés à leur corps? Je pense que oui. Je pense que oui, on n'a pas encore d'études à large échelle sur ce thème, mais du point de vue clinique, oui. J'ai une amie, Marie-France de Palacio, qui souffre de maladies dégénératives. Elle est vraiment ultra sensible. Voilà, des maladies orphelines. Pour l'instant, les médecins ne savent pas de quoi il s'agit. Donc, elle a somatisé certaines choses de moments stressants de sa vie d'universitaire, parce que déjà être universitaire, c'est pas facile, surtout avec les nouvelles lois qui demandent du rendement et non pas de la créativité, mais du rendement dans chaque laboratoire. Mais apparemment, pour les femmes, c'est très dur aussi d'être dans un milieu qui est encore très dominé par les hommes. Et puis, ça peut être une somatisation sous forme de maladie, mais ça peut être des somatisations surprenantes et sans gravité. Moi, je sais que je peux avoir des sensations dans mon corps en fonction du stress, de la joie ou de la chaleur, du froid, etc. Des choses très, très bizarres qui peuvent traverser mon corps, qui m'étonnent ou que maintenant je reconnais un peu, qui sont donc des somatisations, mais pas graves, qui ne sont pas forcément liées à des maladies. Et je me suis rendu compte au cours de mes psychanalyses que je somatisais très vite, mais que ça m'aidait à ne pas rester dans la maladie. C'est-à-dire, je vais vomir, je vais avoir une diarrhée, je vais éternuer, avoir de l'eczéma, une indigestion, etc. Mais ça se passe parce que j'ai eu un coup de stress ou une émotion forte. Donc, le corps réagit très, très fort et très vite, mais au bout de quelques heures, c'est fini. Oui, et ce qui est important, c'est de comprendre et d'essayer de sentir quel est le message que le corps nous envoie, en fait.
parce qu'il y a toujours un message derrière. Donc se dire, ok, qu'est-ce qui s'est passé pour moi juste avant? Qu'est-ce qui, si je me connecte à l'intérieur à mon intuition, a priori, d'où ça vient? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'est pas ok pour moi? Et d'aller faire, voilà, de nourrir le besoin si c'est un besoin, ou de mettre la limite si c'est une limite qui n'a pas été posée. Et ça, c'est important. Moi, je sais que j'ai la chance, quand sur le plan professionnel, quand il y a eu j'ai la chance. Quand il y a eu des choses où on me demandait, par exemple, d'être en désaccord avec mes valeurs, juste au moment de la demande, je tombais malade. C'était génial. Et voilà, ça me fait rire maintenant, mais dès qu'il y avait un décalage, par exemple, avec mes valeurs fondamentales, bam, mon corps dit stop et lâche. J'ai bien expérimenté, c'est vrai, ce coup-là, où des fois, quand j'osais pas dire non, par exemple, là, c'était mon corps qui lâchait, effectivement, qui faisait un truc qui faisait que du coup, je faisais pas la chose que je voulais pas faire, mais auquel je n'aurais pas osé dire non. Mais c'était quand j'étais jeune, surtout pas adolescent ou jeune adulte. Vraiment, mais c'est vrai que je voyais que mon corps prenait le relais, quoi. Par exemple, si c'est quelque chose vraiment que je voulais pas, mais je me voyais pas dire non, oh là là, non, je pourrais pas, et mon corps, bah oui, se dire des fois carrément je m'endormais, ou effectivement un truc comme ça, comme un truc en tout cas fort qui coupait la situation, qui faisait que, bah non, voilà, je l'ai pas dit, mais mon corps a parlé. Et c'est important je vois Marie-Noël qui dit, quand c'est non, je boite, de sentir en fait à l'intérieur ce qui se passe quand ça dit non. En fait, quand ça dit oui, quand ça dit non, pour pouvoir vraiment écouter son guide intérieur. Et ça, c'est très précieux, parce que souvent, c'est les mêmes signaux en fait qui reviennent. Et ça, c'est vraiment se questionner quand c'est un grand oui, qu'est-ce qui se passe dans le corps, quand c'est un non moyen, un grand non. Enfin, il y a souvent je dirais, des signaux très clairs qui reviennent et qui sont les mêmes. Oui. Et pour continuer à répondre à cette question importante, il y a tous les travaux de Thomas Boyce, donc c'est ce pédiatre américain qui a cherché sur les enfants qu'il appelle orchidées, qui sont des enfants ultra sensibles. Lui, il dit particulièrement sensibles. Il ne dit pas hautement sensibles comme Elena Aron, il dit particulièrement sensibles. Et donc, il dit que les enfants orchidées, s'ils sont dans un environnement de stress ou de violence ou de misère, ou en tout cas d'instabilité, sont des enfants qui vont être plus malades que les autres enfants, qui vont se blesser plus souvent, leurs maladies vont durer plus longtemps, ils sont plus victimes de harcèlement moral, parfois sexuel, mais en tout cas de harcèlement moral, et de brimades ou de rejet à l'école, etc. Et ces mêmes enfants très sensibles, s'ils sont dans un environnement stable, porteur, respectueux et humain qui les soutient, vont être au contraire en meilleure santé, avoir de meilleures relations à l'école ou avec leurs amis et de meilleurs résultats scolaires. Donc peut-être qu'il y a aussi, quand on est ultra sensible, à vraiment faire très attention à l'environnement dans lequel on est, sinon notre corps va réagir plus que le corps des personnes moins sensibles. Et surtout s'il y a du stress, surtout si on se sent mal accueilli, on risque Moi, je sais que je suis quelqu'un de très maladroit, mais c'est surtout dans les moments où je me sens stressé, sous pression, etc. Je vais me cogner la tête, je vais manquer une marche, je vais rentrer dans quelque chose, je vais me faire mal, alors que dans d'autres moments, si je suis tranquille, je suis aussi adroit que les autres. Donc je pense que ça joue aussi, ça. J'ai souvent ça comme signe où il faut que je pense à changer de travail. Je commence à me blesser beaucoup, ou il y a des choses qui me touchaient pas avant, qui me touchent beaucoup. Je commence à être, pas franchement des allergies, mais tout à coup, mon bureau me frotte, me gratte, me pince, voilà. Et puis, voilà, c'est une petite chose. Et puis, je sais très bien que ça, c'est assez petit pour que ce soit pas grave, mais c'est assez important pour que je l'entende et puis pour que j'y fasse attention. Puis, généralement, c'est dans cette marge-là que mon corps me parle. Mais après, il devient un peu plus bruyant si j'écoute pas là. Oui. Et oui, tant que c'est pas entendu, plus le message plus le corps envoie des messages et moins il a entendu, plus il va taper fort jusqu'à tomber vraiment malade. C'est assez, oui, c'est important de le détecter le plus tôt possible pour pas se retrouver dans des situations difficiles.
Mais l'inverse aussi, hein, dans ce que vous dites, dans l'apprivoisement, dans l'accueil aussi, dans ces messages d'amour, quand on a ces messages-là envers son corps à soi aussi, on se rend compte que ces alarmes-là qui sont pas forcément dans le confort ni dans... Enfin, c'est pas agréable, hein, mais c'est des messages d'amour qui sont envoyés pour que justement les frontières soient respectées, que justement les besoins soient remplis, et puis que c'est une manière d'attirer l'attention. Oui, tout à fait. C'est un appel à l'aide, hein, tout simplement. Il y a quelque chose à mettre en place. Ouh, je suis là, tu m'entends pas? Allez, encore plus fort. Tu m'entends vraiment pas? On va te mettre à l'arrêt et là, au moins, tu seras obligé de m'entendre. C'est ça. J'ai eu, on parlait homme-femme, hein, j'ai eu des cas d'hommes qui ont découvert ou se sont sentis une sensibilité différente après des épisodes forts, intenses ou voire traumatisants. Et puis très souvent, ils vont me parler, quand ils parlent de leur sensibilité ou surtout de leurs pleurs, me dire avant ils ne pleuraient pas, et puis après. Et puis ils mettent entre guillemets la faute sur l'événement ou sur l'épisode, et puis ça justifie. Et puis bon, après moi, je ne suis pas dans leur peau, donc je ne peux pas non plus interpréter ces événements et ce qui s'est passé. Mais je me demandais si c'était, s'il y a d'autres personnes qui ont ressenti ça, si c'était plus spécifique chez les hommes, ou si c'était juste une forme de langage qui permettait d'exprimer les larmes et sa sensibilité. Je dirais qu'en tant qu'homme, en tout cas de ma génération, où on apprenait, petits garçons, à ne pas pleurer parce que c'était pas possible de pleurer quand on était un garçon ou un homme, et donc de ne pas exprimer trop ses émotions, voire pas du tout, c'est mieux, et pas trop ses sentiments, voire pas du tout. C'est vrai que quand on commence à en parler, à parler de ses émotions, ou à s'autoriser à pleurer, ou à laisser les larmes venir, etc., il y a comme un réflexe, une défense de justifier ce qui vient par un événement, qui est un événement qui peut être reconnu par les autres comme étant difficile, une maladie, un traumatisme, parce que les autres vont dire « Ah ben oui, c'était dur, donc il a le droit de pleurer ». Et puis petit à petit, on se rend compte qu'on peut pleurer quand on veut, de joie, de peine, d'autres choses, et que ça, on n'a pas besoin de le justifier. Mais peut-être que dans cette culture, alors je ne sais pas ce que c'est, comment c'est pour les jeunes générations, pour les hommes plus jeunes, mais oui, je pense qu'il y a un moment où on passe par cette espèce de pause, de posture qui est de se justifier du fait des événements extérieurs. Oui, surtout pour les hommes, c'est pas encore complètement socialement admis. Je vois dans les séances, les femmes, c'est plus simple, mais quand c'est un homme, il y a beaucoup de justifications, je suis désolée, de limite de vous imposer ça, Daphné. Enfin, oui, c'est encore difficile. Oui. Moi, j'encourage, mais allez-y, au contraire, c'est le lieu pour libérer. Oui, mais pour les hommes, c'est encore difficile. Après, pour les femmes, c'est peut-être exprimable, mais c'est quand même jugé. C'est peut-être plus socialement accepté qu'une femme exprime ses émotions, mais elle en perd quand même de la crédibilité, elle en perd quand même... Enfin, c'est pas forcément légitime, hein, c'est quand même vite vu comme une marque de faiblesse. Ça dépend, encore une fois, dans quel contexte, qui est en face. Enfin, parce qu'au contraire, ça peut autoriser l'autre à le faire, en fait. Moi, je trouve ça plutôt positif, mais bon, encore une fois, c'est ma perception des choses et je suis à contre-courant. Donc, voilà. Tellement d'accord, tellement d'accord. Ouais. Enfin, j'ai 2 filles et un garçon, il n'y a pas de différence entre qui a le droit de pleurer, qui n'a pas le droit, qui a le droit de crier, pas le droit de crier. Et puis voilà, on a mal, on n'a pas envie, on n'a pas envie, et puis on est super heureux, puis on est super heureux, quoi. Je viens de partager sur le chat une vidéo d'Olivia Moore, qui est une humoriste qui fait des vidéos très drôles et très profondes. Et elle est allée, l'année dernière, elle a interrogé ses camarades humoristes sur ce que c'est d'être un homme. Et je trouve que cette vidéo elle est super bien faite avec les hommes qui témoignent des injonctions culturelles patriarcales sur le fait que non,
On ne peut pas pleurer parce que non, ce n'est pas acceptable, ou tu cours comme une fille qui devient une insulte. Et je trouve que cette vidéo, qui dure 12 minutes, est super bien faite pour dénoncer justement ces injonctions culturelles à ne pas, en tant qu'homme, pouvoir se permettre d'exprimer ses émotions. Voilà, c'est à la fois très profond et très drôle. Il y avait une question tout à l'heure de est-ce qu'il y avait des activités professionnelles qui étaient en soi plus épanouissantes ou favorables pour les ultrasensibles? Alors, je dirais pas forcément des activités, je dirais plus des contextes professionnels et des types de management. Enfin, alors oui, de manière générale, quelqu'un de très sensible, quelqu'un qui sera à son compte, donc qui pourra gérer le quotidien comme il le souhaite, travailler de chez lui, au calme, choisir avec qui il travaille, ça c'est sûr que c'est d'expérience personnelle et des personnes que j'ai la chance d'accompagner, en général, c'est beaucoup plus simple à vivre au quotidien. Après, pour moi, c'est vraiment avec qui on travaille, en fait. Avec qui on travaille, est-ce que l'équipe est bienveillante, est-ce qu'on est respecté dans ses besoins, est-ce qu'on est dans un lieu calme si on a, voilà, un open space. Moi, j'ai fait en tout début de carrière, là, quand j'étais dans le conseil, mon Dieu, c'était ingérable pour moi, c'était épuisant. Et donc, ils ont vite compris. Et j'ai demandé, je dis, excusez-moi, ce soir, on trouve un bureau ou un coin où je suis toute seule, sinon je vais pas tenir. Donc, j'ai demandé comment dire, d'avoir des manières de travailler un peu différentes. J'ai demandé le télétravail et ils se sont dit, mais tu es 3 fois plus efficace chez toi. J'ai dit, bah oui, il n'y a pas de bruit, on ne vient pas me déranger toutes les 5 minutes. Comme je suis déjà assez naturellement éparpillée, si plein de gens passent et viennent me regarder, me demandent des choses, ben là, on s'en sort plus et j'avance plus. Donc, c'est vraiment demander des adaptations, en fait, en fonction. Encore, c'est toujours le même sujet, c'est être au clair sur ses besoins et s'assurer que l'environnement de travail proposé y répondent. Et si ce n'est pas le cas, ben, d'essayer de faire les ajustements nécessaires. Et si ce n'est pas possible, ben, on trouve un environnement plus adapté, tout simplement. Oui, je suis tout à fait d'accord, Daphné. C'est vraiment ça qui est le plus important. Et c'est peut-être, ça fait peut-être partie de ce processus dont je parlais tout à l'heure. Dans son premier livre, Hélène Aron dit que les ultrasensibles, enfin les personnes hautement sensibles, sont plutôt des prêtres et des conseillers que des guerriers et des commerciaux ou des commerçants. Et elle est revenue là-dessus. C'est-à-dire que c'est vrai qu'au début, on disait les ultrasensibles, les personnes hautement sensibles sont plutôt introvertis, sont plutôt des poètes, etc. Et en fait, on s'est rendu compte que c'est pas si évident que ça. Déjà, il y a autant d'introvertis que d'extravertis parmi les ultrasensibles. Il y a à peu près un tiers d'introvertis, un tiers d'extravertis et un tiers d'ambivertis, c'est-à-dire à la fois introvertis et extravertis, suivant l'environnement, suivant les circonstances. Et c'est pareil pour les métiers, c'est-à-dire qu'au début, on disait oui, les artistes, les gens dans la communication, le travail avec les enfants, la nature, etc. Pourquoi pas, bien sûr. Mais en fait, on peut être ultra sensible et comptable, ultra sensible et policier. J'ai eu un patient comme ça, hein, ultra sensible et pompier, etc., dans des métiers d'action. Mais il n'empêche que c'est la façon de travailler, le contexte, comme disait Daphné, et c'est surtout trouver la bonne entreprise ou la bonne administration, le lieu de travail, les collègues, l'encadrement qui va permettre de bien vivre sa sensibilité, de l'exprimer et de la rayonner, d'en faire profiter les autres. Et parfois, ça demande aussi de changer d'entreprise ou de travailler à son compte ou de faire autrement. Oui. Mais c'est vrai que les univers plus créatifs en général, d'expérience, de ce que j'ai vu autour de moi, c'était les personnes à leur compte, voilà, qui faisaient comme elles voulaient, qui avaient toute cette liberté de choix en fait et de choix de conditions de travail en particulier où je voyais les personnes les plus épanouies et aussi les milieux un peu plus artistiques où il y a encore une fois cette ouverture d'esprit, cette liberté, cet accueil de la différence en fait, tout simplement. Il y avait une question aussi tout à l'heure, est-ce que vous avez des conseils spécifiques pour la relation parent-ado, parents hypersensibles et ados hypersensibles aussi?
La personne qui a posé cette question-là disait qu'elle ressentait de la difficulté à maintenir un rôle éducatif parental tout en restant vigilant aux besoins de sa fille adolescente, que les sensibilités se heurtaient, qu'il y avait des angoisses. C'est difficile. C'est difficile d'expérience. Mes deux enfants, ma fille et mon fils, étant ultra sensibles, ça a été difficile. À des moments différents et de façon différente. Ma fille, elle s'est murée, enfin murée, c'est un mot un peu fort, mais enfin disons qu'elle était assez silencieuse. Elle ne disait pas ce qu'elle ressentait et j'avais beau la questionner, je sentais bien qu'il y avait des moments où ça n'allait pas. Et puis ça a explosé en crise très forte juste avant un événement important. Par exemple, elle ne voulait pas aller passer le bac alors qu'elle avait des très bons résultats. Elle ne voulait vraiment pas aller passer les épreuves du bac. Donc, on ne savait pas comment faire pour qu'elle ne gâche pas une année alors qu'elle avait tout pour réussir. Bon, heureusement, elle est allée passer ses épreuves. Mais il y avait des moments critiques parce que moi-même, ultra sensible à l'ultra sensible, je ne savais plus comment lui parler. Et voilà, mon fils, ça a été un peu plus tard, mais de façon explosive, donc très, très dur avec moi, très me remettant en cause, étant quasi presque méchant, enfin vraiment très provocateur, et c'était extrêmement dur, et ça m'a fait énormément souffrir. Bon, maintenant ça s'est arrangé, et d'ailleurs, parfois ça s'arrangeait à la suite d'un moment critique. Mais ce que je veux dire, j'ai beau être psychanalyste, avoir fait 30 ans de psychanalyse, plein de choses dans le développement personnel, être ultra sensible, connaître l'ultrasensibilité, avoir été psychanalyste d'enfants et d'adolescents, et ben, comme tout parent, l'adolescence de mes enfants était difficile. Et je dis ça simplement pour déjà qu'on ne se culpabilise pas, qu'on soit plus dans l'écoute, l'accueil et l'inventivité, parce que je ne me vois pas donner des conseils, c'est au cas par cas, ça dépend des enfants, leur façon de grandir. Mais c'est difficile et c'est d'autant plus. La sensibilité élevée fait que ça résonne plus fort. Ça va résonner plus fort chez l'adolescente ou l'adolescent et ça va résonner plus fort chez le parent et parfois dans la relation. Donc, bonjour, voilà. Sortez votre nez de clown, soyez créative et créatif, acceptez que ça ne soit pas facile. Moi, je crois que le mieux, c'est d'essayer de ne pas s'en vouloir et de ne pas en vouloir à l'enfant ou à l'adolescent, tout en reconnaissant la douleur ou l'angoisse ou la difficulté que ça provoque et d'essayer d'avoir quelqu'un à qui en parler, frère, sœur, compagnon, compagne, psy ou ami, mais de dire là vraiment j'ai vécu un moment très difficile avec ma fille, mon fils, j'ai besoin de t'en parler. Voilà. Et puis pleurer. Pleurer quand vraiment c'est trop difficile. Ouais, je dirais aussi l'importance d'être à l'écoute de l'autre, de la communication. Et je trouve que la communication non violente peut aussi beaucoup aider en partageant ses ressentis, ses besoins, en formulant une demande, en parlant que de soi, en fait, de son expérience, en n'étant pas de toi, tu as fait ça, non, moi, je me sens dans telle situation, je sais pas, moi, découragée parce que voilà ce qui se passe pour moi. Et ça permet d'être vraiment dans une compréhension, dans un vrai partage des ressentis. Et en plus, entre grands sensibles, on est empathique. Donc, quand on se rend compte que l'autre souffre, tout de suite, on va vouloir l'accompagner. Tandis que si l'autre arrive en disant « Ah oui, mais toi, tu as fait ça et ça, c'est pas OK », il se sent jugé, critiqué et ça va monter. Et plus personne ne va s'entendre et ça se passera mal. J'ai quelques cas où c'est des jeunes adultes qui découvrent toute la littérature sur la sensibilité et puis en même temps que leurs parents. Et puis, c'est comme si une espèce de compétition qui est le plus sensible. Et puis, comme moi, j'ai rarement les plus âgés, j'ai plus souvent les plus jeunes. C'est comme si, quelque part, ils ne se sentaient pas légitimes dans leur sensibilité parce que leurs parents ne leur ont pas reconnu leur sensibilité, parce que leurs parents veulent reconnus dans leur sensibilité d'abord. Et puis, à la fin, on a envie de dire, bon, ben, on célèbre tous ensemble, mais on n'en est pas là. Je ne sais pas si ça fait écho à des choses que vous connaissez, que vous avez vues. Je trouve ça en même temps très beau, hein, parce que les chats ne font pas des chiens, donc il y a des chances que les personnes se retrouvent aussi dans leur famille. Mais quand on parle de génération, est-ce que ce phénomène-là, c'est du connu pour vous? Oui, moi, ça me parle beaucoup ce que tu dis, Christine, c'est très juste, parce qu'effectivement, un peu comme le Dalai Lama l'a dit au moine tibétain, parfois c'est important de ne pas trop penser à ça, enfin, en tout cas dans la relation avec les enfants quand ils sont adolescents, surtout quand ils sont adolescents, c'est un peu important de savoir
à certains moments, oublier sa propre sensibilité, sa propre ultra-sensibilité, pour accueillir celle de l'enfant. Après tout, nous, on est adultes, même si on est très sensible, on est là pour les aider à grandir avec leur forte sensibilité. Donc, c'est trouver un lieu à la limite ou une personne à qui parler de sa sensibilité élevée, mais quand on est avec son enfant, bah, c'est la sensibilité de l'enfant qui a besoin d'être accueillie. Essayer de faire cet ajustement quand c'est possible, ça aide, c'est vrai. Là, je connais plein qui se disent « J'espère que mon père ou ma mère, ils m'entendent. » Ils entendent Ouais. Je crois que c'est un bon conseil. Alban, tu as vu d'autres questions passer dans le chat? Non, pas très récemment. Mais par contre, enfin, je ne sais pas si vous voulez nous... Enfin, je ne sais pas du coup, Daphné, si vous vouliez partager un exercice à titre d'exemple pour... Oui, alors, Mais- il y en a tellement, c'est lequel, Bah, lequel je sais pas, au proposer? hasard, ou si tu le sens. Saverio, il y en a un qui te ferait plus plaisir enfin, C'est-à-dire, moi, j'ai pensé à un bonus, un exercice qui n'est pas dans le livre. Ah bah c'est encore mieux. Peut-être pas la technique de l'ours, du coup. Alors, non, ce n'est pas la technique de l'ours. En fait, simplement, depuis quelques années, surtout depuis quelques mois, je me forme à la somatic experiencing, au focusing, à la somatic experiencing. Et je me rends compte que la somatic experiencing, qui est surtout faite pour guérir des traumatismes, elle est très, très utile pour les grands sensibles. Donc, je voulais vous montrer un peu des mouvements, des choses très simples de base qui peuvent aider quand on a une émotion forte ou quand on sent qu'on est un peu suractivé ou qu'on est dans la saturation. La première chose est très simple. On va mettre les bras, vous pouvez le faire en même temps que moi. On va mettre nos mains sur nos bras de l'autre côté, comme si on se faisait un hug, comme si on se faisait un câlin. Et on va commencer très lentement parce que le système nerveux a besoin de lenteur pour pouvoir prendre conscience de ce qui se passe, par caresser lentement nos bras. Et on sent si on a un pull ou une chemise, ou la peau pour ceux qui n'ont pas de manches, on sent ce qui se passe sous nos deux mains. Et vraiment, on le fait lentement pour pouvoir laisser à tout notre système nerveux le temps de recevoir l'information. Et puis, on va se mettre à tapoter. Alors, vous pouvez le faire à la force que vous voulez. Et on tapote. Et vous sentez ce qui se passe, là encore, entre la main et le bras. Et déjà, vous devez sentir une plus grande présence de vos bras et de vos mains. Donc, quand on n'est pas bien dans son assiette, c'est un exercice qui aide à se retrouver. Et puis maintenant, on va presser les doigts, les mains, sur les muscles et les os des bras. On tient un moment en soufflant et on lâche, on laisse les rentrer. On recommence un peu plus haut en soufflant et on presse, on lâche, on laisse les rentrer. On revient encore plus haut vers les épaules, on presse, on lâche, on laisse les rentrer. Et maintenant, on repose les mains ailleurs et on essaye de sentir ce qui se passe. On peut fermer les yeux un petit peu. On sent ce qui se passe dans les bras et dans le haut du corps. Peut-être qu'on sent de la chaleur ou des picotements, une plus grande présence. Et c'est quelque chose qu'on peut faire avec les avant-bras, avec les cuisses, avec les mollets, avec les pieds si on veut. Voilà, et qui est très aidant. Le deuxième petit exercice, c'est aussi très, très utile, c'est que le nerf vague, qui est celui qu'on active pour pouvoir retrouver la confiance, le calme, l'interaction tranquille avec les autres, ce nerf vague a beaucoup de ramifications, notamment dans le cou et la nuque. Donc l'exercice, c'est très simple. On regarde d'un côté, on va regarder en bas, puis on vient vers le milieu, puis on va vers le haut. Et petit à petit, on revient vers le centre, mais très lentement, vers le bas, vers le milieu, vers le haut, et on revient encore un peu plus au centre. On regarde en haut, au milieu, en bas. On revient complètement au centre. On regarde en haut, au milieu, en bas.
Et on va faire la même chose de l'autre côté, on continue. Et on continue encore, en regardant en haut, au milieu, en bas, et jusqu'au bout, sur l'autre côté, en haut, au milieu, en bas. Et on revient tranquillement vers le centre. Et là, généralement, ça calme. On sent, moi je le sens là, j'ai même le ton de voix qui est un peu baissé. On peut faire la même chose avec le jeu des couleurs, c'est-à-dire qu'on va regarder dans toutes les directions de la pièce ou du jardin dans lequel on est et nommer toutes les couleurs qu'on voit. Donc ça aussi, ça aide à activer le nerf vague. Et souvent, quand on est dans l'hyper-pensée, dans l'hypercognition sur un événement qui nous est arrivé, une remarque qu'on nous a fait, etc., ce jeu des couleurs va désamorcer la focalisation du cerveau sur le problème ou la difficulté ou la souffrance qu'on a pour des choses beaucoup plus concrètes de notre environnement et nous resitue dans l'ici et maintenant. Et la dernière variante, ça va être de chercher des textures autour de nous, au moins 10. Donc, si on le fait ensemble, vous cherchez les textures. Bon, moi, par exemple, là, j'ai du carton, j'ai du tissu doux, j'ai un tissu rugueux, j'ai la couverture du joli livre écrit avec Daphné qui est lisse, l'ordinateur en métal, une couverture de livre cartonné, le bureau en bois, la céramique de la tasse, le plastique du téléphone portable, le papier et une pierre de labradorite qui est à côté de moi. Voilà. Alors là, je l'ai fait un peu vite. Si on peut le faire encore plus lentement, c'est mieux. Et on sent les textures à chaque fois. Donc, c'est plus la vision cette fois-ci, c'est le toucher. Si on a 10 huiles essentielles autour de soi, on peut faire la même chose avec des huiles essentielles. Voilà quelques exercices qui aident à se recentrer, à revenir à soi. Et on finit en mettant une main sur le ventre, une main sur la poitrine. On ferme les yeux et on écoute. Chaque main écoute ce qui se passe. Donc, on commence par la main du ventre, le troisième cerveau, le cerveau du ventre. Et on sent ce qui se passe sous notre main sans interpréter. Est-ce que ça bouge? Est-ce que ça se gonfle ou se dégonfle? Est-ce que c'est mou? Est-ce que c'est dur? Chaud ou tiède ou frais? Voilà. Et les sensations vont changer au bout d'un moment sous la main, ça devient différent. Et puis on monte à la main qui est sur la poitrine, vers le chakra du cœur. Et même chose, on sent ce qui se passe, les mouvements de la respiration, les battements du cœur, la chaleur plus ou moins forte, plus ou moins dense. Une fois qu'on est bien avec les deux mains, on essaye d'harmoniser ce qui se passe entre les deux mains. Enfin, on ne fait rien de spécial. On a simplement l'intention, le souhait d'harmoniser les énergies de nos mains et de ce qui est sous nos mains, le ventre, le cœur. On observe la respiration telle qu'elle est là maintenant, qui peut-être s'amplifie, enfin, ça dépend des moments, ça dépend des personnes. Et puis tranquillement, quand on voudra, on pourra ouvrir les yeux. Voilà, un petit exercice. Ou une série de petits exercices. Merci Saverio, on est prêt à aller se coucher, ça y est. Ça apaise bien. Daphné, tu as peut-être quelque chose à nous proposer? Moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est me redescendre dans mon cœur. Donc, alors,
Bon, je vous explique comment moi je le fais. C'est déjà voilà, revenir en conscience à mon corps, donc en respirant plusieurs fois en conscience, lentement. En sentant les racines dans mes pieds, donc en me connectant à la terre, en imaginant que de mes pieds descendent des racines qui vont loin dans le sol pour être bien ancrées. Vous imaginez que ça descend et après que toute l'énergie de la terre remonte dans les pieds, dans les jambes, jusqu'au chakra du cœur entre les deux seins. Donc voilà, vous imaginez, vous prenez le temps, vous pouvez même imaginer que ces racines sont rouges, gorgées de l'énergie de la terre et que vous vous en nourrissez. Et après, vous pouvez continuer par la connexion au ciel. Donc, voilà, en fonction de ce qui résonne pour vous, les étoiles. Et vous imaginez qu'il y a une espèce de fil de lumière qui peut partir de votre cœur et qui peut remonter très, très haut dans les étoiles et que vous vous connectez alors à votre moi supérieur, à la partie divine en vous, en fonction de ce qui résonne. Voilà, vous connectez au plan supérieur. Et vous imaginez que voilà, ça redescend et ça vous nourrit de cette énergie. Donc, vous pouvez imaginer que de la lumière descend au travers de votre tête et redescend dans tout votre corps et que tout votre corps se remplit de lumière. J'aime bien aussi imaginer que je me remplis entièrement de lumière, donc j'appelle ça densifier ma lumière aussi. Donc, la lumière devient de plus en plus intense et rayonne au départ tout à l'intérieur du corps et après ça va de plus en plus loin. Donc autour de vous, autour de voilà, si vous êtes dans un appartement, dans tout l'appartement, dans toutes les pièces, dans tout l'immeuble, et cette lumière va de plus en plus loin. Et après, vous revenez à votre cœur, donc au chakra du cœur entre les deux seins. Et voilà, vous imaginez que vous connectez déjà à votre cœur, donc vous posez votre attention, vous pouvez poser vos deux mains dessus et déjà l'écouter, sentir ce qui se passe en vous et voir, voilà, l'imaginer devenir de plus en plus gros, de plus en plus puissant, avec de la lumière qui ressort de votre cœur et qui, à nouveau, va de plus en plus loin. Et vous pouvez imaginer que voilà, tout cet amour qui part de vous inonde la pièce, après inonde le monde, et que vous envoyez de l'amour partout. Alors bien sûr, il part de vous, donc c'est important que vous êtes bien rempli en amont de toute cette lumière, et après, voilà, vous pouvez diffuser toute cette lumière, tout cet amour. Enfin, on commence par se remplir, et après, on peut diffuser au maximum. Donc ça, voilà, c'est un petit exercice que j'aime bien faire. Après, ça change en fonction de l'inspiration, d'autres choses. J'ai parfois d'autres termes qui me viennent. Et j'aime bien aussi terminer par un petit moment de gratitude, de merci. Voilà, merci la vie, merci l'univers, merci à vous tous, merci Saverio, merci. Enfin, c'est voilà, ce pourquoi vous vous sentez en gratitude, vous avez de la chance. C'est un petit exercice tout simple où vous pouvez commencer votre journée, terminer votre journée par ça, et ça permet de lui donner une autre saveur. Surtout quand le matin on se lève, on est fatigué, de mauvaise humeur, on s'arrête, on se pose, on se dit ok, non, on part dans une autre énergie. J'ai quand même en quoi j'ai de la chance, qu'est-ce qui est merveilleux dans ma vie aujourd'hui. Et pareil pour le soir, surtout si on est fatigué, on a une mauvaise journée, on se repose, on se recentre sur le positif. C'est vraiment mettre son attention sur des choses positives, tout simplement. Merci Daphné. Avec joie. C'est formidable comme ces deux exercices sont, comme vous le disiez au début, très tangibles, très accessibles, très concrets. Et puis là, on vient de parler d'amour au départ. Puis là, on a un exercice où c'est tangible, on l'a senti, on l'a vécu. En plus, on l'a vécu ensemble, c'est encore plus merveilleux. Puis la même chose, on a parlé de paix, on a parlé de s'accueillir. Et puis les exercices que nous a proposé Saverio, c'est ça, c'est aussi de prendre du temps avec soi, sans agenda, sans objectif, mais vraiment dans le but d'être présent à soi-même. Et puis, j'aime beaucoup en même temps, on en parle, et puis c'est tout à fait justifié, puis ça a un sens, puis en même temps, on le fait. Et puis, on sent que tout de suite, ça résonne, hein, ça fait du bien. Merci. Avec plaisir. C'est vrai que l'objectif, c'était d'avoir des petites choses rapides et concrètes. Et on s'était dit avec Saverio, on aurait gagné beaucoup de temps et beaucoup de bien-être si on avait eu ce livre entre nos mains il y a quelques années pour justement avoir ces petits outils très concrets qui nous accompagnent partout. Et après, vous sentirez s'il y en a un qui ne résonne plus, s'il y en a un qui ne résonne pas. Enfin,
Et il y en a un autre que vous pourrez... En fait, ça donne plein d'exemples aussi pour pouvoir inventer les vôtres, des exercices, un mix de différentes choses, ou un truc qui n'a complètement rien à voir, qui vous fait du bien. En fait, le but, c'est de vous faire du bien, de vous donner de l'amour voilà, tout simplement de prendre ce temps ce temps précieux pour vous et de vous offrir quelque chose qui vous aidera à vous sentir encore mieux. Oui, en fait, on souhaite qu'il y ait au moins un exercice qui vous parle. Oui, mais c'est vrai, il suffit qu'il y en ait un qui vous parle, qui vous plaise, qui vous aide, et on aura gagné notre pari. Voilà. Exactement. À qui on l'offre, votre livre? Je vais être un peu plus spécifique. Je pense qu'il y a plein de gens qui se disent « Ah, mais j'aimerais bien qu'un tel l'utilise » ou oh, « J'aimerais bien que ma fille essaye ça » ou « J'aimerais bien que mon collègue c'est ça » ou « J'aimerais bien… » À qui est-ce que vous pensez quand vous l'avez écrit et quel est le public qui est prêt pour ce livre? Je dirais ceux qui ont envie de se sentir mieux et qui sont prêts à faire l'effort, en fait. C'est des toutes petites choses, mais ça demande quand même de mettre en pratique, parce que si vous faites juste, vous lisez tous les exercices de manière théorique, il ne se passera rien. Donc, c'est quelqu'un qui sera prêt à faire ce tout petit effort de prendre 2 minutes tous les matins pour faire son exercice de gratitude ou de mettre son attention sur la joie dans sa vie. C'est quelqu'un qui aura envie, en fait, qui aura envie d'aller mieux et qui fera ce qu'il faut pour. Qui sera prêt. Ou alors, c'est peut-être trop tôt et il l'aura dans un coin, il le ressortira au moment où il sera prêt, mais c'est ça, c'est quelqu'un qui, pour moi, je ne sais pas comment tu ressens les choses, Saverio, mais pour moi, c'est ça. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est important de se dégager un petit peu de temps, un petit peu d'énergie, un petit peu de présence pour faire au moins un exercice de temps en temps. Alors, ça peut être le matin, ça peut être le midi, ça peut être le soir, ça peut être quand on veut. Hein. Et je sais que chacune et chacun, nous avons des moments plus propices que d'autres. C'est pour ça aussi qu'on trouve le moment qui correspond. Ça peut être pendant des vacances. On se dit, tiens, je m'offre ce livre parce que j'ai 1 semaine ou 2 devant moi et j'ai envie de pratiquer quelques exercices. Néanmoins, moi, j'aime bien semer. C'est-à-dire que si on sent qu'une personne peut tirer bénéfice de ce livre, et que même si ce n'est pas exactement le moment, le fait de l'offrir, et comme disait Daphné, la personne va peut-être le mettre dans un coin, mais elle sait qu'elle l'a. Et c'est déjà, à mon avis, ça peut paraître un argument commercial, mais je pense que c'est bien au-delà. Je pense que les énergies qu'on y a mis, les intentions, l'amour, voilà, c'est déjà quelque chose de l'avoir, parce qu'on a envie que ce soit une compagne ou un compagnon de chemin de vie. Et après, peut-être un jour de difficulté, ou au contraire un jour de grande joie, pof, on l'ouvre au hasard, ou au contraire on feuillette, ou on regarde le sommaire et on fait l'exercice qui va bien pour ce jour-là. Et comme je le dis, dans un livre, il suffit qu'il y ait une idée qui aide, et là, un exercice qui aide, et le livre n'a pas été écrit pour rien. Donc, il suffit qu'un jour la personne ouvre le livre et qu'elle fasse un exercice et que ça l'aide, et ben voilà, c'est un cadeau réussi. Alors, je fais une parenthèse parce que je sais aussi qu'il y a des institutions, administrations, écoles, associations, groupements qui n'ont pas les moyens de s'offrir un livre. Dans ce cas-là, il suffit de nous en faire la demande. Alors, pour un petit nombre, 5 ou 10 livres, nous donner l'adresse des personnes, de l'association ou de l'école. Et on ne va pas faire ça des dizaines de fois, mais on peut le faire un petit peu. C'est-à-dire que si vraiment il y a des gens que ça peut aider, qui n'ont pas les moyens, on se fera un plaisir de leur envoyer un petit nombre de ces livres pour qu'ils puissent les utiliser. Parce qu'on ne veut pas que le prix du livre soit un obstacle au fait de l'utiliser. Donc, n'hésitez pas à nous le demander quand c'est nécessaire ou quand ça peut être utile. Parler du prix du livre, enfin, je précise que déjà, il a un prix très abordable. Je ne vais pas dire le montant parce qu'en Suisse, en Belgique, en France, c'est différent, mais je trouve que le prix est très abordable pour le format. C'était l'idée aussi, c'était l'intention, en fait, que tout le monde puisse s'offrir ce mieux-être en fait, au quotidien, tout simplement.
Et oui, parce que c'est ça, oui, il est à 12 €. Mais c'est vrai que pour certains, ça peut être une somme aussi. Donc, on comprend tout à fait. Je disais pas parce qu'il y a un décalage terrible entre les prix entre la France, la Suisse et la Belgique. Mais je sais pas, mais c'est juste que je dis, après, il y a des personnes qui disaient, ouais, du coup, enfin, on va trouver, et c'est ça très, très, très peu cher vraiment pour les Suisses. Mais à la fois, si vous voulez l'acheter en Suisse, il sera un peu plus cher que ça quand même. Communication locale, il est à 19,80 € chez Payot. Oui. Et je pense que rien que le fait de vous l'offrir, en fait, c'est poser l'intention aussi d'aller mieux et de rentrer dans un processus de « Ok, je vais vers mon bien-être, je m'offre du temps, je m'offre… » Enfin, c'est un cadeau aussi que vous vous faites. C'est comme ça que je le vois et pour toujours… Enfin, c'est un cadeau, c'est de l'amour que vous vous offrez et Saverio et moi, on y a mis beaucoup, beaucoup d'amour. On y a posé beaucoup d'intentions très positives. Donc, je pense que ça aussi, c'est… voilà, ne serait-ce que vibratoirement, le livre dégage quelque chose de particulier. En tout cas, on a fait tout ce qu'il fallait pour. Enfin, déjà, je pense qu'il se passe quelque chose, en fait. Mais qui vous inclut, parce que, comme je le disais en préambule, c'est grâce à Surdoué Sens qu'on s'est rencontrés, Daphné et moi. Donc, je pense que ces énergies dont on est porteur, c'est grâce à vous. Hein. Voilà, c'est parce que il y a une belle dynamique de partage, d'échange, de créativité commune qui est là et qui nous réunit au-delà d'un livre, au-delà d'une soirée. C'est ce que je voulais dire aussi, c'est-à-dire qu'on peut faire un exercice en se connectant. Là, on a été ensemble, tous ensemble et tout ensemble ce soir. Quand on fait un exercice de ce livre ou pas, ou autre chose, un moment de marche, de méditation, de prière ou de relaxation, de respiration, de yoga, de qigong, ce qu'on veut. Mais je crois beaucoup maintenant à la force du lien, même quand on n'est pas physiquement ensemble ou virtuellement ensemble, ce qui est une autre façon d'être ensemble, vraiment ensemble. Je crois qu'on peut continuer à se connecter les uns aux autres, à sentir qu'on est en lien, sans forcément s'envoyer un texto ou s'appeler, c'est-à-dire par la pensée, le cœur, faire quelque chose dans les énergies qu'on partage, les merveilleuses énergies qu'on partage ensemble sur Surdoué Sens. Et je pense que ça, c'est porteur aussi pour nous et pour notre entourage. Donc, merci de proposer ces moments précieux de partage où on se sent appartenir à une grande famille, en fait. Ça fait du bien. Donc, merci. C'est à nous de vous remercier aussi. On fait partie des échanges, de ces informations, et puis de donner vraiment une image concrète, tangible, accessible. J'ai pas envie de dire positive parce que c'est pas forcément toujours… On a dit c'est intense, puis dans tous les sens c'est intense. Mais au moins que ce soit accueilli, je vais reprendre vos mots, hein, mais la liberté et puis dans l'apprivoisement de qui on est. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez un mot de la fin, enfin, quelque chose que vous voulez partager, une note finale? Daphné, je m'adresse à toi en premier. Moi, je dirais, comme ce que je proposais au début, c'est vraiment, on a un rôle tellement important à jouer en ce moment en tant que grand sensible. Donc, osez être à contre-courant, osez rayonner qui vous êtes vraiment, osez être trop gentil, osez être trop généreux, osez être trop sensible, c'est beau et ça inspire et ça fait chaud au cœur et ça fait du bien aux personnes qui… Il y a tellement de personnes en souffrance en ce moment avec tout ce qui se passe que voir juste, même ne serait-ce dans ce qu'on est, dans la vibration, dans un sourire, moi je vois tous les jours, dans la rue, je souris, je dis bonjour et symboliquement j'envoie de l'amour et je sens qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est rien, mais c'est beaucoup pour certaines personnes. Et il y en a qui s'arrêtent et qui me regardent et on sent
mais c'est qui? Et c'est beau, et juste juste un mot, une petite, enfin, ça peut changer une journée pour une personne. C'est tellement précieux que, voilà, juste en étant vous-même, en vous accueillant et en osant être trop, trop dans les valeurs humaines, ben, vous donnez beaucoup d'amour et vous faites beaucoup de bien autour de vous, et ça inspire d'autres, en fait, tout simplement, qui peuvent s'autoriser à l'être, en fait, parce qu'ils n'oseraient pas s'ils ne le voyaient pas. Et moi, je dirais, enfin, c'est ça que je dirais, c'est oser rayonner votre lumière, votre amour, votre générosité, votre douceur, votre capacité à vous émerveiller devant les choses. Enfin, soyez tout ça, et vibrez-le, et ça inspirera d'autres personnes, et ça fera du bien à beaucoup de gens, sans que enfin, là, je le vois de plus en plus, mais avant, je ne me rendais même pas compte, et je me disais, ah, ça fait du bien juste de te voir avec ton sourire. Et en fait, ça semble être rien, mais pour beaucoup de personnes, ça change beaucoup de choses. Donc c'est ça que je vous dirais. Oui, osons être trop, exactement. Et toi, Saverio? Je suis pleinement d'accord avec ce qu'a dit Daphné. Donc, je vais simplement vous dire un immense, immense, chaleureux et joyeux merci. Merci Daphné, bien sûr, merci Jean-Michel, merci Christine, merci Alban, merci à chacune et chacun de vous. Merci au-delà de cette soirée, à tous les moments où on a la joie, l'immense plaisir et la chance de se retrouver ensemble. Et pourvu qu'il y en ait d'autres. Merci. Merci à vous tous. Ça fait du bien, et merci pour vos belles vibrations, pour toute votre générosité. Ça fait chaud au cœur. Je vous propose d'activer vos caméras pour que Daphné et Saverio puissent voir qu'il y avait des vrais êtres humains ce soir qui nous écoutaient. Il y a du monde. Bonjour. Merci. Ah oui, il y a du monde. C'est full. Voilà. C'est full ce soir, non? Quel beau sourire, Daphné. C'est rayonnant d'énergie. Ça fait du bien. Merci. Très bien. On va se quitter sur cette belle image alors. Bonne nuit, Eric. Hein. Et puis, merci à toutes et à tous pour cette magnifique soirée. Et puis, on se retrouve, on n'a pas encore annoncé, mais on a 2 nouvelles soirées avec des sorties de livres le mois prochain et le mois d'après. On espère toujours être dans la joie et la bonne humeur, et puis la belle énergie. On va rester sur cette belle image, et puis on va tous passer une magnifique soirée. On va tous rêver de Daphné et Saverio, de leur belle énergie. En tout cas. Et d'un monde meilleur, avec que des gens comme nous tous. Exactement. Le livre, on le trouve sur Amazon, j'imagine. Ouais. Oui, entre autres. Entre autres. Oui, tous les sites, oui. OK. Allez. Merci. Prenez soin de vous. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Merci. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Sur Alban.